Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce, ici Yvan Bugeaud. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Tania Lecomte et Luc Vigneault. On parle ensemble de stigmatisation en santé mentale. Les deux invités seront avec nous pour une bonne partie de l'émission. À l'espresso allongé, Pierre Laporte amène son sujet « Introspection et santé mentale ». Bienvenue à Folie douce. La santé mentale, c'est à force d'en parler qu'on cessera d'en parler. Vous êtes à l'antenne de Folie douce. J'accueille maintenant mes invités. Tania Lecomte. Bonjour Tania. Bonjour. En studio ici avec moi. Et au bout du fil, Luc Vigneault. Bonjour Luc. Hey, bonjour Yvan. Bonjour, ça fait plaisir de te recevoir. Ben oui. Salut. Ça te fait plaisir de vous recevoir, de recevoir Luc. Ça fait plusieurs fois qu'on t'a reçu dans l'histoire de Folie douce. Tu es un ambassadeur de la santé mentale. Je vais demander d'abord à Tania de se présenter un peu parce qu'elle aussi s'implique beaucoup en santé mentale. Professeure titulaire, entre autres, en psychologie, puis chercheur et plein d'autres titres. Mais Tania, peux-tu nous parler un peu de ton implication en santé mentale? Ben merci. En tout cas, d'abord, merci pour l'invitation. Ça me fait super plaisir d'être là. Moi, ça fait longtemps là, que je travaille en santé mentale. Je m'intéresse en particulier tout ce qui touche les troubles mentaux considérés plus sévères ou plus graves. Ouais. Puis, donc, je dirais, ça fait depuis les années 90. Là. Ça fait longtemps que je suis dans le domaine. Puis, mon implication, elle est à différents niveaux, je pense. Au niveau de la recherche, je fais beaucoup de recherches pour essayer d'améliorer tant les soins, les services, offrir des meilleurs traitements pour les personnes qui ont des troubles mentaux, mais aussi beaucoup au niveau du transfert des connaissances, former le monde, comment justement briser la stigmatisation, comment être des meilleurs aidants, des meilleurs cliniciens et changer un peu le système qui en santé mentale. Oui, puis je n'ai pas mentionné, mais on va parler de stigmatisation, un gros fléau, en tout cas un gros tabou, si on veut, peut-être la plus grosse difficulté là, en santé mentale pour que les gens puissent se rétablir puis avoir une meilleure vie puis être mieux compris. Puis c'est un sujet intéressant qu'on ne parle pas tant. Luc, de ton côté, Luc Vigneault, tu es ambassadeur depuis longtemps. Tu as parlé à de nombreuses reprises, en fait, de ton cheminement, mais pourrais-tu nous rappeler un peu, en quelques minutes, d'où tu viens, puis pourquoi tu t'intéresses à la santé mentale et pourquoi tu t'impliques, justement, comme tu le fais? Là? Ben oui, absolument. Donc, moi aussi, ça fait longtemps que je suis dans le milieu, là, peut-être plus de 40 ans. Là, moi, je suis une personne qui a eu un diagnostic, entre autres, de schizophrénie. J'ai eu de dépression. J'ai même un TDA. Donc, voilà. Puis j'ai aussi été traité pour du cancer, des trucs comme ça. Toutes des maladies qui viennent jouer avec la santé mentale. Mais bref, j'ai commencé, moi, jeune adulte, là, un vieux adolescent, à entendre des voix à jeun. donc puis l'angoisse est apparue, le retrait social, la difficulté à respirer, puis à créer des liens, etc. Puis bon, de pire en pire, puis à un moment donné, dans ma vie, je me suis mis à consommer de la drogue de façon assez régulière et constante, beaucoup. Puis, écoute, j'ai même vendu, j'ai ça de faire de même, puis bon. Qui fait qu'à un moment donné, tout ça, la cloche de la récréation a sonné, puis je me suis retrouvé attaché sur un litre. Là, je suis venu. Oui, tu as vécu un peu les atrocités qu'on pouvait vivre il y a beaucoup d'années, il y a beaucoup de dizaines d'années, en fait. Beaucoup d'années, oui, exactement. Tu sais, à l'époque, là, il n'y avait pas grande connaissance, à peu près pas. Puis quand tu arrivais en crise, tout ce qu'il y avait, c'est qu'il te sautait dessus puis il t'attachait sur le lit. Là. Puis il te piquait à l'aldol, à la libération rapide, là, ce qui fait que tu tombais dans les pommes, puis le lendemain, tu avais une gueule de bois comme si tu avais pris un coup, là, la bouche pâteuse, etc. Là. Donc c'était pas agréable, mais c'est traumatisme-là, c'est des traumatismes qu'on appelle, là, des fameux codes blancs là, pour ceux du milieu. Là, quand il sort dessus et t'attache. Malheureusement, il y en a encore. On en entend encore parler. Tania aussi est psychologue. Elle a son cabinet, elle aussi, entre autres. Puis moi aussi, de mon côté, les gens nous appellent, disent, mon je sors de l'hôpital complètement traumatisé. Puis là, mais voyons que c'est ça, c'est pas supposé. Il y a des méthodes, justement, aussi qu'il existe des méthodes pour pas traumatiser les gens. Donc voilà. Moi, j'ai connu la psychiatrie lourde,
j'ai pris beaucoup de médicaments à l'époque. Ils ne savaient pas prescrire. À l'époque, là, ils ne connaissaient pas la force des pilules. Puis, il y avait de l'essai-erreur aussi, peut-être. Aussi, on ne savait pas comment peut-être doser ça. Là. Il y en a encore beaucoup de l'essai-erreur aujourd'hui. Ah oui, encore aujourd'hui. C'est pas une science exacte. Et il faut dire que Luc, tu es patient partenaire aussi de recherche, puis tu t'occupes de donner des conférences sur de choses. Qu'est-ce qui fait que à un moment donné, tu vis plein de choses, puis là, tu décides de t'impliquer puis de faire en sorte que ce qui t'est arrivé serve à quelque chose, finalement. C'est ça, exact. À un moment donné, j'ai été chanceux quand même. Je suis tombé sur des bons intervenants puis des professionnels de la santé qui m'ont traité avec l'approche rétablissement. Donc, au lieu de gérer mes symptômes, ils m'ont accompagné dans mes projets de vie. Les médicaments, c'est la dose minimale. J'ai eu des thérapies TCC. J'ai eu affaire avec des éducateurs spécialisés, des TES, nommez-les toutes. Là, puis ça m'a amené à m'intéresser. Comment ça qu'en psychiatrie, on ne parle pas souvent, puis on nous dit souvent qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Puis, que j'ai été cogné à la porte dans des universités, etc. Je suis devenu patient partenaire de recherche. Donc, je fais partie d'équipes de recherche, entre autres avec Tania aussi, puis d'autres personnes. On étudie le rétablissement, on étudie quels sont les moyens psychosociaux à notre disposition, etc. Et entre autres, la lutte à la stigmatisation. Moi, je fais partie d'une équipe de recherche avec l'Université de Bordeaux. On a fait des méta-analyses, puis ça m'a amené d'approcher Tania, vu qu'on travaillait déjà ensemble. On a co-dirigé un ouvrage, là, un livre sur la stigmatisation là, qui s'appelle « Préjugés, discrimination et exclusion en santé mentale ». Ouais. Donc, ça m'a amené à ça, à aller chercher les données scientifiques, c'est quoi les faits, comment on s'en sort, puis aller chercher des témoignages de gens qui s'en sont sortis, puis on peut certifier aujourd'hui que si la stigmatisation, c'est le frein majeur au rétablissement. Là. Ça c'est ce qui nous empêche. Donc, c'est trouver des moyens de lutter contre ça, puis on a tous les capacités de se prendre en main, puis on est capable de se prendre en main. Mais la stigmatisation, Yvan, ça l'amène à l'auto-stigmatisation. Ouais. On vient convaincu qu'on n'est pas bon, qu'on ne sert à rien, puis que la vie mène nulle part. Puis quand on rentre là-dedans, pour moi, c'est catastrophique. C'est négatif. C'est ça. Oui, Tania, je demanderais à Tania, donc, la stigmatisation, quelle sorte de portrait on peut faire aujourd'hui? Il y en a pour toutes sortes pour toutes sortes de problématiques, en fait, pas juste la santé mentale. On stigmatise beaucoup, là, mais comment on peut le définir aujourd'hui ou comment on peut donner un peu la définition de ce que c'est aujourd'hui? Bien, de manière générale, la stigmatisation, c'est quand on décide qu'un groupe de personnes vaut moins qu'un autre groupe de personnes basé sur un attribut qu'on a choisi. On peut penser, dans le passé, que ça pouvait être par rapport à la race, par rapport à des attributs physiques, un handicap. On pense à l'époque de la lèpre, on dit « les lépreux, on veut rien savoir », on les stigmatise, on les met à part, on décide que ces personnes-là qui sont différentes de nous, ne méritent pas le même sort et que c'est correct de leur faire vivre la discrimination, c'est correct de les rejeter et c'est correct qu'ils soient victimes de préjudices. Et donc, le problème en santé mentale, c'est que c'est une stigmatisation qui est liée à un attribut qui est invisible. Mm-hmm. Donc, au départ, la personne, elle va être mise de côté, elle va être jugée seulement lorsque les gens vont savoir qu'elle a eu un diagnostic ou qu'elle a fréquenté la psychiatrie. Et très souvent, c'est très pernicieux. Les personnes sont très « Ah, tout va bien, on vous accepte et tout ». Puis là, on vous fait remplir un questionnaire d'embauche. Et là, est-ce que vous avez déjà eu un diagnostic en santé mentale? Vous cochez oui, soudainement, c'est drôle, finalement, j'ai pas besoin de personne. Et donc, c'est encore très... aujourd'hui, là. Écoutez, c'est fou, là. Luc pourrait vous donner des exemples concrets, mais moi, je peux vous dire que si vous avez un diagnostic
d'un trouble psychiatrique, dans le milieu public, il y a plein d'endroits qui ne vont pas vous embaucher. Il y a évidemment des propriétaires qui vont choisir de ne pas vous louer l'appartement. Vous allez avoir énormément de difficultés à peut-être rencontrer un partenaire amoureux si la personne sait que vous avez déjà fréquenté les institutions psychiatriques. Et au-delà de ça, mais il y a même juste d'avoir des assurances. De prendre l'avion, d'être assuré, d'avoir une assurance hypothèque. Vous avez un emploi à temps plein, mais vous avez déjà côtoyé la psychiatrie. On va refuser de vous assurer. Comme si la personne avait plus de chances de ne pas être capable, de ne pas être en mesure de... C'est considéré un genre de risque un peu incontrôlable. Et donc, même si ça fait 15 ans, puis le problème avec les troubles mentaux, en particulier les troubles mentaux considérés sévères, là, tout ce qui est troubles psychotiques, troubles de l'humeur, troubles bipolaires, dépression majeure, etc., c'est que c'est des diagnostics qu'on considère à vie. Donc, admettons que la dernière fois que vous avez été à l'hôpital, vous aviez 18 ans, puis là, vous en avez 45, puis vous allez bien depuis toutes ces années-là. On va encore marquer dans votre dossier souffre de schizophrénie, mais en rémission. Donc, ça vous suit toute votre vie. J'ai l'impression même que c'est mieux d'avoir un diagnostic, contrairement à ceux qui n'en ont pas, parce qu'au moins, tu dis j'en ai un, puis je suis suivi, fait quelque part, il me semble que c'est plus rassurant, mais c'est pas ça que les gens pensent. Pour les assurances, pour tout, pour le permis de conduire, ça devient une tare, ça devient vraiment un signe, une stigmate qui va faire que la personne va avoir moins d'opportunités de promotion, d'emploi, d'avoir un logement qui a de l'allure, d'avoir des assurances, etc. Ouais. Donc, ça suit la personne. Oui, il n'y a pas longtemps, j'ai pris l'avion. Ce que Tania a dit, j'ai appelé mon assureur, j'ai appelé l'assurance voyage, puis répond au questionnaire, oui, j'ai des troubles mentaux, la schizophrénie. On peut vous assurer si vous cassez une jambe, pas trop, mais si jamais vous avez un trouble mental, vous n'êtes pas assuré. Ça, c'est... On peut même pas vous rapatrier au Canada si vous faites une psychose et tout comme ça. Donc, tu fais quoi dans ce temps-là? Parce que toi, en plus, Luc, ça fait des années, là, je veux dire... Oui, je dis à la blague que je suis en avant d'un autobus. c'est plus couvert, là? T'es couvert, là, mais sérieusement, non. Tu vas un peu, tu vas à tes risques, dans le fond, tu n'as comme pas le choix. Absolument. Tu vas à tes risques, parce que c'est triste, c'est comme ça. Le permis de conduire, c'est pareil, là, tu sais. Il pose des questions, avez-vous un dossier en psychiatrie, prenez-vous des médicaments, puis quand tu mets la liste des médicaments, surtout tu marques, mettons, antipsychotique, souvent, ils te retirent ton permis. Ouais. Là, il faut que tu contestes. Les psychiatres disent, voyons donc, les médicaments de nouvelle génération, ils peuvent conduire maintenant. Là, mais c'est du chiard. C'est des embûches. Encore aujourd'hui, ça m'étonne quand même qu'il n'y a pas eu autant d'évolution parce que en sachant ce que tu dis, Luc, justement, comme quoi ça a été... c'est assez bien contrôlé, puis c'est pas d'hier que les médications sont administrées là, aux gens. On soigne mieux, on traite mieux, on a un meilleur suivi. Ça, c'est sûr du réel. Ouais. Mais quand tu franchis la porte du cabinet, de la clinique, tu arrives dans la vraie vie, là. Sur papier, c'est beau, mais en théorie, c'est beau, mais dans la réalité... mais si vous voulez, les deux, c'est super intéressant. Restez avec nous parce qu'on va faire une deuxième partie ensemble à l'émission. Donc, Luc Vigneault au bout du fil et Tania Lecomte ici en studio. On continue sur la stigmatisation en santé mentale un peu plus tard. Demeurez des nôtres, hein? D'accord. Au plaisir. Nous sommes bien présents sur Facebook. Cherchez Folie Douce Radio pour nous trouver. Folie Douce, une communauté, une radio. C'est maintenant le moment du segment Espresso. Bonjour Pierre. Salut Yvan. Alors aujourd'hui, ton sujet, introspection et santé mentale. Oui, la fameuse introspection, c'est-à-dire cette faculté de pouvoir se regarder soi-même, de savoir qui on est. C'est une espèce de conscience qui est peut-être un petit peu difficile à définir, mais pour moi en tout cas. Alors, j'ai décidé de vous parler de ça. Je m'inspire d'un article que j'ai trouvé sur Internet et qui s'appelle « Introspection et santé mentale, découvrez les bénéfices et nos conseils pour mieux se connaître ». C'est une dame du nom de Anne-Sophie Glover-Bondeau. Elle a 4 noms, cette dame, imagine-toi. Ah oui. Et elle est journaliste française. Alors, cette dame nous dit
Tout d'abord, si on essaie de définir c'est quoi l'introspection. Elle nous dit, par définition, l'introspection est une méthode utilisée en psychologie pour s'observer et s'analyser dans le but d'étudier sa propre personne. C'est un retour à soi qui consiste à réfléchir psychiquement et consciemment en se posant certaines questions. Nous pourrions l'appeler également l'auto-réflexion. Cette réflexion intérieure permet une meilleure connaissance et compréhension de soi ainsi que de son fonctionnement mental. L'introspection est un véritable processus qui se franchit en plusieurs étapes. Ses objectifs sont multiples, le but principal étant de faire des choix alignés avec ses propres valeurs. C'est pourquoi l'introspection permet de partir à la découverte de son moi intérieur, le vrai, le vôtre. La marge entre introspection et rumination est mince, et différencier les deux n'est pas facile. La rumination n'est pas bénéfique, contrairement aux avantages de l'introspection. Certains ressentent le besoin de retrouver un sentiment de cohérence dans leur vie, alors que d'autres se demandent pourquoi elles ont certains ressentiments. Mais finalement, avec l'introspection, vous découvrez que toutes les réponses se trouvent en vous. Mais si tu me permets une petite réflexion, c'est pas toujours facile l'introspection parce que parfois, c'est peut-être que ça fait mal de se regarder soi-même avec ses torts, ses travers, ses difficultés. Et peut-être c'est le danger, c'est de faire de la suranalyse. Il ne faut pas non plus faire ça. Il faut en faire assez pour se faire avancer, mais il ne faut pas non plus se suranalyser. Là. Oui. Ouais. Alors, Madame Glover-Bondeau nous dit « Le développement personnel n'a jamais connu un tel engouement depuis l'époque de Narcisse. Narcisse, au temps des anciens Grecs, se suicida après avoir vu son reflet dans le lac, car son amour pour lui-même était impossible. Dans notre société contemporaine, l'introspection n'a plus le même sens. Elle perd de son sens nombriliste. Ensuite, à l'époque de la Grèce antique, est née la philosophie de la connaissance. La connaissance de soi. D'autres philosophes nommaient l'introspection l'examen de conscience pour faire le parcours de sa propre vie. Aujourd'hui, il s'agirait plutôt d'explorer les profondeurs de son âme. C'est d'ailleurs dans les années 50 que les artistes et les littéraires ont décidé de s'approprier le sujet en exposant les aspects les plus intimes de leur pensée. L'introspection permet de s'interroger à savoir qui suis-je, qu'est-ce que j'aime, comment je réagis, pourquoi ai-je ces réactions, qu'est-ce que je désire vraiment. Mais pourquoi cherche-t-on à mieux nous connaître? Peut-être que l'autoréflexion nous offre un moment salutaire de paix intérieure et un temps de réflexion profonde qui marque un arrêt dans nos vies très rythmées de cette société moderne. Le besoin de retrouver un peu de calme, de souffler, de prendre simplement le temps de vivre en étant soi-même et d'être moins stressé devient des priorités. En résumé, l'introspection est la quête du sens, le sens réel que l'on donne à sa vie. Se retourner sur soi nous aide à mieux nous connaître, mais aussi à adopter une attitude bienveillante envers soi-même. En effet, comprendre ses modes de fonctionnement et les causes de certaines attitudes permet de mieux contrôler ses émotions, mais aussi de développer la construction de sa propre personnalité. L'objectif final de l'introspection est l'amélioration de son propre bien-être, mais aussi de sa vie. À travers les questions que l'on se pose sur son passé, ses ressentiments, ses sentiments ou ses incompréhensions, nous améliorons notre résilience émotionnelle. Lorsque nous comprenons nos émotions, nos ressentis, nous sommes capables de mieux les réguler. Or, une meilleure gestion émotionnelle entraîne très souvent une réduction du stress et de l'anxiété. La confiance en soi augmente car vous parvenez à valoriser votre propre personne. Vous vous respectez et vous accepterez plus facilement vos émotions, ce qui mène également à une meilleure adaptation aux différentes situations de la vie. En cas d'événements difficiles, l'introspection peut aider à les surmonter. Elle aide également à mieux réagir face aux autres, ce qui peut améliorer également les relations sociales. Madame Glover-Bondeau nous dit « L'introspection nous amène à une mentalité, celle d'un gagnant quoi qu'il en coûte. » Lors d'une introspection, l'expression du célèbre Nelson Mandela prend tout son sens. Il avait dit « Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. »
Fin de la citation. Plein de sagesse, toujours, Oui. Ce fameux Mandela. Oui, j'aime bien cette phrase, oui. Ouais. Et bien ici, l'autoréflexion permet d'augmenter sa force mentale, mais surtout de ne plus avoir peur de l'échec, ni de mal le vivre. Elle nous aide aussi à prendre conscience de nos points forts et à travailler sur nos points faibles. Maintenant, quels sont les bienfaits physiques de l'introspection? La réflexion personnelle aurait également des avantages sur le système immunitaire, notamment grâce à des phénomènes physiologiques. Alors, si tu veux, Yvan, je vais m'arrêter ici et on poursuivra notre introspection. Oui, absolument, avec ce volet-là, d'ailleurs, un peu plus tard à l'émission, à l'Espresso allongé. Merci, Pierre. À venir dans l'émission, nous poursuivons avec nos invités Tania Lecomte et Luc Vigneault. Il est question de stigmatisation en santé mentale. À l'Espresso allongé, Pierre Laporte continue avec son sujet introspection et santé mentale. Vous voulez échanger avec nous? Vous désirez participer à l'émission? Notre site web est antenne.qc.ca. Utilisateur des réseaux sociaux, cherchez Folie Douce Radio pour nous trouver. Vous écoutez actuellement Folie Douce, pionnier en santé mentale depuis 1991. Folie Douce, une communauté, une radio. De retour à Folie Douce, qui informe, démystifie et tente de faire changer les mentalités au sujet de la santé mentale. De retour au micro avec les invités qu'on avait depuis le début de l'émission. Donc, Tania Lecomte, toujours avec nous ici en studio, et Luc Vigneault par téléphone. Alors, rebonjour à vous deux. Re-salut. Ouais. Re-salut. Hors micro, en fait, Tania, tu me parlais qu'il y a quand même des points super importants quand on parle de stigmatisation en santé mentale. Pourrais-tu élaborer un petit peu, puis on va évidemment continuer avec Luc et... Bien, parce qu'on parle de stigmatisation souvent envers les personnes, mais il faut savoir que la stigmatisation aussi, elle est systémique, dans le sens que quand on pense à l'argent qui va pour les services en santé mentale, pour la recherche en santé mentale, sur tous les aspects qu'on accepte qu'une personne, parce qu'elle a un trouble mental, soit sur l'aide sociale, par exemple. Ouais. Pourquoi on accepterait ça? Pourquoi est-ce que parce qu'une personne a reçu un diagnostic, ben c'est OK que la personne ne travaille pas, ne participe pas à la société? Si on investissait à aider vraiment, à offrir des services, on sait là les services qui fonctionnent, il y a très peu d'endroits qui offrent tous les services qui peuvent vraiment aider les personnes. Mais si on offrait vraiment les services, les interventions qu'on sait qui fonctionnent, qui sont basées sur des données probantes, mais les personnes qui ont un trouble mental pourraient participer activement à la société. Ils seraient des citoyens à part entière et on sauverait des milliards de dollars parce qu'ils travailleraient, parce qu'ils contribueraient aux impôts, etc. Au lieu, on accepte que, ils ont un trouble mental, c'est correct, ils vont être sur l'aide sociale, ils vont être en dessous du seuil de la pauvreté. Donc, depuis toujours, c'est un peu ça. Oui. Dans le fond, la mentalité, c'est de dire, on va y aller avec la facilité, entre guillemets, la facilité, c'est pas plus facile, c'est juste que mais on les voit pas. C'est comme on les voit pas. C'est un peu l'idée des asiles à l'époque, c'est en plein milieu d'un champ, on ne voulait pas voir les gens. Mais l'idée, c'est si on fait partie des sous-strates de la société, on peut comme oublier ces personnes. Mais là, avec les problèmes d'itinérance qu'on voit depuis quelques années, c'est très difficile d'oublier. On peut voir à quel point que, oui, il y a beaucoup des personnes là, sans-abri qui ont des troubles mentaux. C'est rendu flagrant, mais je pense que c'est vraiment, même au niveau des investissements, au niveau sociétal, de vraiment réfléchir où on veut mettre l'argent. Et c'est pas une perte d'investir dans quelqu'un qui a un trouble mental. En fait, c'est un investissement qui va faire épargner des milliards de dollars à notre société. Et avant de passer à Luc, je veux juste une courte question, Tania. Tu sais, ça a été bien, et puis ça se fait encore, tu sais, certains emplois, genre de ménage ou pas de restauration, de préparation de repas, tout ça. C'est quand même, les gens ont été un peu confinés dans certains secteurs, mais on peut faire mieux que ça, dans le fond. Mais c'est pas mauvais. Là, beaucoup mieux que ça. Je veux dire, il y a des programmes de soutien à l'emploi qui permettent à toute personne qui a un trouble mental d'obtenir un emploi régulier, là, qui n'est pas un emploi ghetto, là, un emploi pour toute personne, avec un accompagnement, avec un soutien. Avec des aménagements. Oui, puis on le voit. Sans ces programmes-là, il y a à peu près 20% des gens qui ont un trouble mental qui travaillent. Avec ces programmes-là, on est à 55%.
Et si on rajoute en plus les genres d'interventions que nous, on a développées, par exemple, dans mon laboratoire, là, on est rendu à plus de 70% qui obtiennent un emploi et qui réussissent à travailler plus que 24 heures semaine. Donc, à 24 heures semaine, là, on peut laisser tomber l'aide sociale, on a suffisamment de revenus. Donc, il y a vraiment des programmes qui fonctionnent, mais encore faut-il que la personne y soit référée et qu'elle soit au courant. Il faut avoir la volonté. Qu'est-ce que tu en dis, Luc? Tu semblais d'accord, là? Ben oui, absolument. Là, je pense rapidement accessible. Là, je connais à Montréal où, contrairement à d'autres où ils envoient, comme tu l'as dit, des gens qui ont des troubles mentaux dans des friperies ou des trucs comme ça. J'ai rien contre, là, mais c'est parce qu'une personne qui est menuisier, par exemple, ben pourquoi on ne l'enverra pas en menuiserie? Parce que c'est ce qu'Accessible fait. Je connais des gens qui ont des diplômes universitaires, puis on leur offre pas la possibilité d'exercer dans leur métier. Puis, tu sais qu'une mesure d'accommodement pour les gens qui ont des troubles mentaux, ça coûte 90 $ et moins. C'est pas vrai que c'est de l'argent, là. Mais il y a un taux de chômage élevé, c'est des gens qui ont des troubles mentaux. On est en plein emploi, hein, on est en pénurie de main-d'œuvre, puis on fait venir des immigrés pour travailler, qui est correct, là. Mais on ne fait pas travailler nos gens qui ont un trouble mental. Il y en a encore beaucoup qui sont dans l'impossibilité de travailler parce qu'on ne leur offre pas. On respecte ça. Là. Ouais. Mais il ne faut pas dire que tout le monde ne peut pas travailler. Ouais. C'est sûr qu'il y en a qui ne peuvent pas. Je m'en connais d'ailleurs, puis c'est correct de les aider, là, mais il y en a qui veulent, ou il y en a avec l'autostigmatisation qui sont devenus convaincus qu'ils ne peuvent pas travailler, alors que il y en a qui font du bénévolat là, 6 jours par semaine. Tu en connais sûrement là-dedans. Oui, donc ils pourraient travailler très bien. 80% des gens qui ont un trouble mental, quand on leur demande, ils disent qu'ils veulent travailler. 80%. C'est ça. Fait que c'est quand même... C'est la plupart des gens ne savent pas. J'aimerais ça aborder un sujet important, dans le fond, parce que quand les gens reçoivent un diagnostic en santé mentale, il y a énormément d'impact sur les personnes, évidemment, puis il y a beaucoup sur leurs proches aussi. C'est encore le cas, là, puis ça crée de la stigmatisation auprès de ces personnes-là. Est-ce que Tania, ou Luc ou Tania? Tu veux-tu commencer, là, que je rajouterai? Oui, moi, dans un de mes livres, là, des proches témoignent, ils sont habités par la honte. C'est pas normal, ça. C'est pas normal, ça. Tu sais, puis la culpabilité, il dit, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Puis comment ça, c'est comme ça. Puis il y a eu des études sur les familles schizophrénantes, en voulant dire que c'est l'atmosphère dans la maison qui a créé la maladie mentale. Attends une minute, là. Tu sais, c'est poussé pas mal. Donc, on est en train de renverser cette vapeur-là. Là, tant mieux, mais on les a tellement tenus à l'écart aussi des proches. Ils savent pas comment agir, puis ils veulent savoir comment agir, puis il y a des choses très simples à faire, puis je vais passer à la POC à Tania. mais il y a aussi que les personnes, quand ils apprennent que, bon, premièrement, si on est peu, on connaît peu c'est quoi, hein, les troubles mentaux, on a tendance à avoir plein de fausses perceptions. Et en plus, ben, pendant longtemps, et malheureusement encore certaines personnes aujourd'hui, ils vont donner le message, genre, pour vous, c'est pas mal fini, hein, les rêves pour votre enfant, là, c'est pas mal fini. Oui, il y en a beaucoup qui envoient ce message-là, alors que le message du rétablissement porte beaucoup plus d'espoir. Et les gens qui connaissent pas, ben, ils vont aussi avoir tendance à rejeter la famille qui a un membre qui a un trouble mental en disant « Ou eux autres, il faut se tenir loin, il est peut-être dangereux, etc. » Donc, je pense c'est très difficile pour les familles. Et donc, ils veulent être, très souvent, on leur demande d'être des proches aidants, donc de beaucoup donner, de s'occuper de leurs proches, mais en même temps, on leur offre pas nécessairement le soutien dont ils ont besoin, puis ça peut être un très grand fardeau pour plusieurs. Qu'est-ce que ça prendrait dans un monde idéal, tu sais, si on avait, je sais pas, quelque chose, 2-3 choses à changer? Est-ce que c'est aussi simple que ça? Est-ce qu'on pourrait dire, si on fait ça, déjà, on aurait une amélioration en santé mentale? C'est peut-être une large question, là. Bien, si vous connaissez quelqu'un, vous, qui a quelqu'un dans sa famille qui est malade, ça serait quoi votre réflexe? Est-ce que c'est de dire, hey, on se tient le plus loin possible, ou dire, on va y aller y offrir du soutien? C'est de prendre des nouvelles, puis de voir si on peut... va peut-être leur emmener une lasagne, ils doivent être fatigués, je vais cuisiner quelque chose. Ça. Je vais peut-être offrir, prends un break, là, moi je vais rester à la maison, puis je vais jouer aux échecs avec ton fils, puis profite-en, sors un peu. C'est ça. T'sais, il me semble, le réflexe qu'on a normalement, c'est de dire, comment
on peut aider. On va se mettre à plusieurs, puis on va se rallier, on va essayer de venir vers la personne puis dire qu'est-ce qui pourrait vous aider. Mm-hmm. Pourquoi on ne fait pas pareil? Dans le fond, il faudrait faire la même chose. On a l'impression qu'on divise toujours la santé mentale et la santé physique, mais on devrait faire les mêmes réflexes, les mêmes approches. Luc aussi, hein? Ben exactement. Moi, j'ai été opéré il n'y a pas longtemps dans la colonne, là. Et puis, l'infirmière a dit à ma femme, bon, c'est important que vous soyez là, vous pouvez venir quand vous voulez, puis si vous avez des questions sur la santé de votre mari, appelez-moi, je vais vous dire quoi faire, je vais vous aider, etc. Bon, là, on est assaisi parce qu'en psychiatrie, on ne parle pas, on ne peut pas rien dire. Moi, je vis avec ma conjointe. C'est important qu'elle sache ce que j'ai, puis c'est important qu'elle sache comment pas nuire, c'est ça. C'est ça qu'elle me dit. Moi, là, je veux pas te nuire. Aider sans nuire, là, c'est ça. Aider sans nuire, là, on va chercher le mot, c'est ça, aider sans nuire. C'est ça qu'ils veulent. Ils veulent pas plus que ça, là. Ouais. Aider sans nuire. Fait que, on va leur offrir ça, tout simplement, puis ils n'osent même pas demander à la personne s'ils sont d'accord à ce qu'on aide leur proche. Ils ne le demandent pas. Ils prennent pour acquis, c'est confidentiel, mais demande-le comme intervenant, demande-le. On a un grand bout de chemin à faire en santé mentale, puis on a l'impression que, tu sais, nous autres, ça fait 33 ans qu'on fait l'émission, puis j'aurais jamais cru qu'après 33 ans, ce serait encore autant tabou. Tu sais, les gens en parlent plus, mais il me semble que c'est tellement lent. On se demande tout le temps, qu'est-ce que ça va prendre? Est-ce que c'est deux générations qui vont passer, puis que là, peut-être les autres vont mieux comprendre dès qu'ils sont jeunes, ou je sais pas. Là. Peut-être. Peut-être aussi, mais... cette semaine-là, justement, Tania a donné un cours à l'université où j'étais là, puis Tania elle disait, bon, les plus grands stigmatiseurs, c'est nous d'abord dans l'autostigmatisation, mais après, c'est les intervenants, c'est nos soignants. OK. C'est pas nécessairement la famille ou... Non, puis c'est pas la société. Très souvent, c'est les personnes qui offrent les soins, puis c'est un peu malgré eux, parce que tout le monde qui va travailler dans le domaine... Et c'est parce qu'ils veulent aider, hein. Je dis, tu ne deviens pas infirmière parce que tu as envie de faire du tort, là, tu sais. C'est du monde qui veut l'aider. Mais à force de voir des gens en crise, ils oublient que cette personne-là n'est pas toujours en crise. Ils oublient comment la personne peut être quand elle va bien parce qu'ils voient seulement la personne en crise. Donc, ils s'imaginent que c'est ça, avoir un trouble mental. C'est de toujours être en crise, de toujours être désorganisé. Et sa personnalité, peut-être cette personne-là avait des espoirs, des rêves, avait peut-être une carrière florissante. Non, elle avait peut-être qu'elle est mariée, elle a 2 enfants, puis un job à temps plein, puis la personne, elle s'imagine juste que c'est quelqu'un de désorganisé, qui n'a pas de jugement. Il faut voir plus loin que ça, dans le fond. Donc, c'est peut-être la communication, il faut rappeler... je pense qu'il faut aussi sortir les personnels soignants de l'institution, là, peut-être les changer de chiffre, les faire aller ailleurs, travailler en communauté. Peut-être des mini-formations de gens, de vraies personnes de l'extérieur. Travailler avec des pères aidants plus. Là, oui, voilà. Parce qu'il y en a de plus en plus, d'ailleurs. Les pères aidants, je pense, sont plus impliqués. Même les gens qui sont, on leur demande, disons, en bon français, le feedback, là, ou on demande des gens qui ont vécu des différentes problématiques de santé mentale de donner leur opinion puis de faire avancer un peu les décideurs. Là. Ça, c'est important aussi. Là. Oui, moi, je pense que ça va beaucoup changer la donne. La paire aidance travaille beaucoup, je pense, pour défaire beaucoup d'attitudes, de préjugés stigmatisants de la part, en particulier, du personnel soignant, des médecins, etc. Il nous reste environ 1 minute. Peut-être un mot, Luc, de ton côté, Luc Vigneault? Ben écoute, en dépit de tout ce qu'on entend, on peut avoir une belle vie quand même avec un trouble sentimental, peu importe ce qu'il est. Là. Puis ce qui est important, c'est de continuer à croire en soi, puis les proches qui continuent à croire au potentiel des gens, puis ayez des projets, des petits projets. Là, attendre que la vie passe, c'est tellement long, mais quand tu as des petits projets... ça peut être dessiner, aller marcher, aller courir, n'importe quoi. Ça donne des buts au quotidien dans la vie. C'est ça, exactement. Ouais. Puis, créer des alliances avec les gens. Puis, on peut avoir une très, très belle vie. Oui, ça, c'est encourageant. Avant de terminer, des références, peut-être qu'il y a vous avez chacun un site web, vous avez publié des choses. Toi, Tania, tu es chercheur, puis tu t'intéresses beaucoup puis à faire évaluer, évidemment. Qu'est-ce qu'on cherche pour trouver, mettons, ton site? Moi, c'est facile. Mon laboratoire s'appelle l'Espoir, donc l'espoir.ca.
En un mot, l'espoir.ca, puis on peut voir pas mal ce qui se passe dans mon laboratoire. Dans cette sphère d'activité. Puis, ça mentionne entre autres certains des livres dont j'ai fait avec Claude, mais d'autres aussi là, qui sont sortis dans les dernières années, notamment pour les proches, comme Côte à Côte, comme aider un ami ou un proche qui a un trouble mental grave. Et de ton côté, Luc, tu as un site web aussi, je pense? Oui, c'est lucvigneault.com. Moi aussi, c'est lucvigneault.com d'un seul mot. Très facile. J'ai plusieurs onglets, là, des livres, des vidéos, des trucs, là, des entrevues, etc. Là. Toujours intéressant. Merci. Merci à vous deux. Non, c'était super. C'était très, très intéressant. C'était très intéressant. Je vous souhaite de poursuivre avec beaucoup d'enthousiasme. Ça prend des gens enthousiastes. Et beaucoup d'espoir. Beaucoup d'espoir, effectivement. Merci beaucoup, Luc Vigneault, et merci beaucoup, Tania Lecomte. Et puis à la prochaine. Ça fait plaisir. Merci. Au revoir. Plaisir. À la prochaine. Vous écoutez Folie douce. Témoignages, entrevues d'experts, chroniques, toutes les facettes de la santé mentale en une seule émission. Tel que promis plus tôt dans l'émission, Pierre, tu poursuis avec ton sujet, introspection et santé mentale. Oui, c'est d'après un article que j'ai trouvé sur Internet qui s'appelle « Introspection et santé mentale, découvrez les bénéfices et nos conseils pour mieux se connaître ». C'est écrit par une dame du nom de Anne-Sophie Glover-Bondeau, qui est journaliste. Alors, je parlais tantôt, j'avais commencé à aborder la question s'il y avait des bienfaits physiques à l'introspection. Eh bien, cette dame, Glover-Bondeau, nous dit « La réflexion personnelle aurait également des avantages sur le système immunitaire, notamment grâce à des phénomènes physiologiques. » Parce que observer sa vie intérieure et examiner ses pensées, ses émotions ouvre les portes, imagine-toi, du bonheur. Or, le bonheur induit des modifications chimiques au niveau du corps et des hormones. D'ailleurs, certaines études scientifiques auraient aussi décrit des liens possibles entre guérison miraculeuse et introspection. Ce n'est pas rien. Dans le fond, on simplifie sa vie un peu en faisant l'introspection. Tu sais, on se connaît mieux, donc peut-être qu'on définit mieux les choses, fait qu'on se sent mieux, j'imagine. Ça doit avoir un effet. Là. Oui, d'accord avec toi. Alors, Mme Glover-Bondeau nous dit l'introspection permet d'adoucir ses souffrances morales et physiques, mais aussi d'opter un esprit plus combatif et optimiste. Pendant les périodes de bonheur, sans stress, les neurones synthétisent les neuropeptides qui agissent sur le système immunitaire. De la force mentale peut naître un optimisme déconcertant, réaction pouvant peut-être se propager jusqu'au cœur de chacune de nos cellules immunitaires. L'introspection est un processus qui prend du temps et qui nécessite un réel travail personnel pour porter ses fruits. On ne peut pas nous analyser en un seul jour. Pour autant, il ne s'agit pas systématiquement d'exercices difficiles ou rigoureux. Toutefois, une série d'étapes doit être respectée pour que le travail d'autoréflexion induise des avantages. Premièrement, la première étape, c'est de s'observer. Vous observez l'intérieur de vous-même. Vous pouvez aussi bien faire un retour sur votre semaine ou sur une période précise de votre enfance. Deuxièmement, comprendre. La seconde étape est celle de la compréhension, notamment comprendre le déroulement de certains actes passés, quelle que soit la nature. La compréhension passe par l'analyse, repérer ses propres erreurs, les émotions ressenties à des moments importants. Lorsque vous comprenez vos erreurs, votre frustration, vos points faibles ou vos regrets, vous pouvez alors en tirer des leçons. Attention, ces dernières doivent toujours être bienveillantes. Le but de l'introspection n'est ni de se culpabiliser, ni de se punir. L'introspection doit idéalement avoir lieu en calme et dans un endroit que vous affectionnez. Dans tous les cas, l'environnement doit vous inviter à la réflexion. Il peut s'agir de votre chambre, de la forêt, du bord de la mer, de votre jardin, etc. Il existe plusieurs méthodes pour faire une introspection, à choisir en fonction de vos préférences et du temps aussi dont vous disposez. Maintenant, en voici quelques conseils pratiques. Tout d'abord, premièrement, tenir un journal intime. Le journal intime ou journal de bord est l'exercice d'introspection par excellence. Dans le domaine professionnel, raconter sa propre histoire relève de la psychologie narrative. L'objectif est d'extérioriser ses pensées en les matérialisant.
Ainsi, elles peuvent être analysées. Les écrits permettent de prendre du recul et de la distance face à certains événements, mais surtout d'en tirer des bénéfices. Si vous n'aimez pas l'écriture, vous pouvez vous extérioriser d'une autre façon, à travers la peinture, la photographie ou le dessin. Deuxième conseil, pratiquez la méditation. La méditation introspective est une pratique ancestrale des peuples d'Asie et d'Inde. Elle consiste à apprendre à mieux se connaître, à mieux développer sa personnalité et à mieux se maîtriser. La méditation introspective se pratique idéalement à l'aide d'un guide spirituel afin d'explorer chacun des niveaux de sa conscience. La méditation permet de dévoiler les qualités insoupçonnées et enfouies jusqu'alors au plus profond de votre moi intérieur. Il est bon à savoir qu'il existe d'autres techniques introspectives comme le yoga, la cohérence cardiaque ou la marche de pleine conscience. Là, je t'avoue que la cohérence cardiaque, je ne connais pas. Ouais. Ça va être le sujet d'un autre... On va faire nos recherches. Oui. Un troisième conseil, poser des questions réfléchies à soi-même. Pour faire l'introspection, il faut se poser les bonnes questions. Par exemple, en méditation introspective, vous commencez par vous demander « Comment est-ce que je me sens aujourd'hui? » Vous pouvez commencer par des questions sur votre histoire personnelle. Pourquoi ces événements m'ont-ils fait mal? Qu'est-ce qui me met en colère et pourquoi? De quoi ai-je peur? Pourquoi ai-je peur? Qui voulais-je devenir lorsque j'étais enfant? Suis-je en chemin aujourd'hui? Quelles sont mes valeurs? Suis-je d'accord avec elles? Et pourquoi? Quel trait comportemental me déplaît chez moi? Quel est mon caractère? Quels sont mes points faibles et mes points forts? Quelles sont les choses pour lesquelles je suis reconnaissant? Quelles sont les 3 qualités que j'aime chez moi et les 3 que j'admire chez les autres? Ouais. Le but final est de répondre à la question la plus fondamentale de notre existence, qui suis-je? De très nombreuses questions peuvent émerger sur les relations sociales, sur le travail ou les relations amoureuses. Bien, merci beaucoup pour ce sujet. L'écrit est très important dans ce cas-là. On sort tellement d'informations qu'on peut se relire. Merci pour le sujet introspection et santé mentale. C'est encore meilleur la deuxième fois. Écoutez-nous en reprise sur YouTube en cherchant Folie douce radio. Quelques instants avant de terminer ce rendez-vous, Pierre Laporte, merci beaucoup pour ton travail en régie ainsi que pour ton sujet à l'espresso et à l'espresso allongé, l'introspection et santé mentale. Oui, l'introspection, on a vu que c'était pas facile. Non, c'est pas facile, mais c'est une bonne habitude à prendre. Merci pour tout ça. Nos invités dans l'émission, qui ont été une bonne partie de l'émission avec nous, Tania Lecomte et Luc Vigneault, nous ont parlé de stigmatisation en santé mentale. C'était très intéressant d'entendre leur point de vue sur ce sujet-là. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Merci d'avoir été des nôtres et à un prochain rendez-vous de Folie douce. Au revoir.